Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Je suis très heureuse de voir que de nombreuses personnes sont encore présentes dans la salle pour cette 5e table ronde. C'est en effet, comme le disait Madame la sénatrice, un temps important. Nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Elias Sambar et Monsieur Sylvain Sipel. Il m'a été demandé, au regard de mes travaux, de dire peut-être quelques mots de la question culturelle. Si vous voulez bien, je m'avancerai plus précisément sur la question culturelle, sur le domaine d'écriture qui est celui dans lequel je m'investis le plus, et de vous lire un bref passage avant de donner la parole à nos deux invités. Est-ce qu'il t'arrive de douter du fait que la littérature puisse aider à rendre la société moins indigne ? C'est une question. S'il vous plaît. S'il vous plaît, un peu de silence, s'il vous plaît. Je recommence. Est-ce qu'il t'arrive de douter du fait que la littérature puisse aider à rendre la société moins indigne ? C'est une question que toute personne qui écrit est inéluctablement amenée à se poser un jour. En soi, ce n'est pas grave du tout. Il s'agirait seulement que ce jour ne soit pas trop précoce avant de se laisser le temps d'écrire malgré tout, et pas trop tardif non plus afin de se laisser le temps de faire autre chose qu'écrire. Je crois être justement au juste point d'équilibre. L'écriture réfléchit cette inconstance, il faut alors le dire, car ça dépasse toujours l'acte d'écrire. C'est toujours vivre qui est en question. Je ne parle pas ici simplement de ma vie, je parle de comme nous vivons, comme vivent les autres. Je parle de la manière dont ont vécu ceux qui nous ont précédés, je parle de la manière dont pourront bien vivre ceux qui nous succéderont. Le fond est celui-là. Quand nous touchons le fond, c'est de ce fond-là qu'il est toujours question. Il n'est peut-être question que de cela. Et écrire, et la littérature, et la culture, dans tout cela, dans tout ce fatras injuste, tel que je le comprends désormais, les choses sont ainsi. Être sans réponse est une chose terrible. Appeler de toutes nos forces et que personne ne décroche, ne réponde, est une chose terrible. La littérature, les arts, la culture plus généralement, ont cette propension à répondre. Ça vient aussi de l'idée de responsabilité. Une littérature, une culture de la responsabilité répond à, elle répond aussi d'eux. Mais c'est extrêmement rare, en tant que personne qui écrit, d'éprouver le sentiment de répondre, ce sentiment d'être un répondant, un correspondant. Plus rare encore est le sentiment d'apporter une réponse à une autre personne, voire à d'autres personnes que soi. Autrement dit, à travers ce bref texte qui est extrait d'un ouvrage que l'écrivain Joseph Andras et moi-même avons publié il y a quelque temps sous le titre « Littérature et révolution », nous voulions exprimer ce paradoxe de la littérature, des arts, de la culture, à la fois de pouvoir beaucoup et aussi de pouvoir peu. C'est, il me semble, la grande tension face à laquelle nous sommes placés, face à laquelle nous place aussi, bien sûr, la question d'un droit international à la fois puissant et dont on ne cesse parfois de regretter une certaine forme d'impuissance, ne serait-ce que dans le temps présent et immédiat. J'invite donc les deux personnes qui ici m'entourent, je le disais, M. Sylvain Sipel et M. Elias Sambar, à nous dire, à témoigner, à analyser, à partager avec nous ce qu'ils estiment être cette question centrale, ce terme qui revient sans cesse et qui ne cesse aussi d'être progressivement criminalisé, à savoir le terme de résistance. Ici, la question est celle de la résistance culturelle, de la résistance des individus, mais aussi de la résistance collective, de ce que font les individus de leur pays et de ce que ce pays leur fait aussi en retour. Qui souhaite commencer, Monsieur Elias Sambar ? Allez-y. Bonjour, je suis très heureux d'être là. Ça a été une journée absolument passionnante. Et depuis ce matin, je ne cesse de penser à un ami. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi présent. Cet ami, quand j'ai fait sa connaissance, ça a été dans le cadre d'une association qui avait été fondée par une immense historienne qui était Madeleine Rebériou, la grande historienne du 19e siècle ouvrier. Elle avait fait une association dont le titre était « Le droit au droit ». Et j'ai retrouvé un peu cette expression tout à l'heure.
Et puis elle m'avait dit, il y a quelqu'un qu'il faut que tu connaisses, et cet homme s'appelait Stéphane Hessel. J'ai fait la connaissance de Stéphane et je l'avoue, j'étais à l'époque un militant très très actif, mais extrêmement sceptique sur ce que pouvait le droit. C'est Stéphane qui m'a jamais lâché en me disant, écoute, tu ne réalises pas ton erreur. Et finalement, il avait absolument raison. Donc, je pense beaucoup à Stéphane. Aujourd'hui, je pense beaucoup aussi à un fait. Stéphane avait une sorte d'amour pour Gaza. Stéphane a fait plusieurs visites à Gaza et il revenait, il parlait d'une part de la Palestine, enfin tous les autres sujets palestiniens, puis il y avait une place spéciale pour Gaza, tellement il avait été touché par la chaleur des gaziotes. Je ne dirai jamais de son peuple, car il y a un seul peuple, c'est le peuple palestinien. Et il y a un seul pays, c'est la Palestine. Et c'est vrai qu'on essaye de nous expliquer maintenant qu'il y a le pays de Gaza et le pays de la Cisjordanie. Il n'y en a pas. Ça, c'est l'occupant qui joue un peu ces divisions. Pour aborder la question de la culture, sans refaire l'historique, un peu de cette obsession culturelle palestinienne, car nous sommes dans une obsession des connaissances et de la culture, et bien avant la Nakba. Cette obsession de la culture est très profondément liée à un statut d'une terre absolument particulière, qui est la Terre Sainte. Il y a une grande tradition dans la Terre Sainte de Palestine, de l'étude et du fait que le seul capital que nous pouvons porter, c'est les connaissances. C'est un pays petit, c'est pas un pays très riche en ressources minières, pétrolières et autres, mais c'est un pays qui a toujours eu l'obsession de la connaissance. Je vous dis cela pour vous dire à quel point, quand en 1948 arrive ce constat terrifiant qui dit « il n'existe pas », il n'y a pas qu'une négation politique dans ce constat. Il n'y a pas qu'une négation géographique. Il y a une négation culturelle profonde. S'ils ne sont pas un peuple, ne venez pas nous dire qu'ils ont une identité culturelle, puisqu'ils n'existent pas. Or, nous, à l'époque, nous sortions d'une période d'une richesse culturelle inouïe. Nous avions été les premiers à traduire Rousseau. Nous avions été les premiers à sortir la première étude sur le statut de la femme en 1900. En 1900, le statut de la femme. Les premières études littéraires sur Pouchkine étaient palestiniennes. Les récits sur les résistants palestiniens qui avaient été se battre en Espagne avec les républicains qui avaient fait la bataille de Barcelone, et ainsi de suite. Donc il y avait une tradition et un statut culturel très important et obsessionnel. Arrive la Nakba. Et là, il se passe un phénomène, vous savez, parfois dans les malheurs, il y a des événements bénéfiques. Les malheurs ne sont jamais totalement désespérants. Qu'est-ce qui se passe en 1948 ? En 1948, la citadinité, c'est-à-dire les villes qui étaient fondamentalement toute la zone du littoral palestinien, sont socialement détruites. Les sociétés urbaines sont expulsées. Je ne parle pas des villes de l'intérieur, parce que les villes de l'intérieur passeront avec corps et biens en dehors de la Palestine. Par exemple, Jérusalem passera sous contrôle jordanien, Naplouse, ainsi de suite. Mais le littoral est totalement démantelé. Les populations citadines ont déjà, du fait de leur histoire, un réseau très important de liens avec les villes arabes d'accueil. Donc il y a une structure d'accueil en 1948, et si vous regardez un peu la sociologie des premiers camps de réfugiés palestiniens, les Palestiniens expulsés d'origine rurale sont la majorité écrasante. C'est la paysannerie qui va, de façon écrasante, mais pas exclusive, mais quand même c'est la dominante, se retrouve dans les camps de réfugiés. Et là, je veux juste vous dire un mot pour dire à quel point l'UNRWA est un organe vital. Nous arrivons donc par centaines de milliers. La Palestine, en 1948, selon les derniers, pas sondages, mais recensements britanniques, donc scientifiquement fait, a une population d'1 400 000 personnes. La communauté juive est de 600 000 personnes.
C'est sur ces chiffres que l'ONU se base pour faire, soi-disant, son partage et le projet des deux États. Il y a 800 000 Palestiniens qui se retrouvent dans les exils. Les premiers recensements israéliens, pour ceux qui n'étaient pas partis de ce qui deviendra Israël, disent qu'il y a 152 000 personnes, notamment en Galilée, autour de Nazareth surtout. Le reste se retrouve soit à Gaza, soit en Cisjordanie, soit au Liban, soit à Amman, enfin, soit à Damas. Donc vous voyez l'ampleur du démantèlement. Et vous avez donc cette majorité écrasante de familles paysannes rurales qui se retrouvent dans l'exil, dans les camps. Arrive l'UNRWA. C'est une chose inouïe, on n'y pense pas assez. L'UNRWA a un budget mondial, international. Elle a une règle de l'enseignement pour tous est gratuit. Et on se retrouve dans ce malheur, être le seul pays arabe dont tous les enfants sont scolarisés gratuitement. L'UNRWA a contribué à l'absence d'illettrisme, à l'alphabétisation, à l'éducation de centaines de milliers de Palestiniens, jusqu'aujourd'hui. Longtemps, dans le monde arabe, on parlait des élites culturelles palestiniennes, elles viennent de là. Aucun pays arabe à l'époque n'avait les moyens, les budgets de scolariser à 100% ses enfants. Nous, l'UNRWA a permis une scolarisation permanente. Et c'est ainsi qu'est née l'intelligentsia de l'exil. Donc, pour vous dire à quel point l'UNRWA, on peut continuer sur tout le reste, à quel point l'UNRWA a aidé, et à quel point ça a toujours été une demande, l'abolition de l'UNRWA, la suppression de l'UNRWA a en permanence été une demande israélienne. Elle a été une demande israélienne, notamment, bien sûr, par rapport au droit au retour, parce que l'UNRWA est une agence de l'ONU unique. C'est la seule qui a dans son mandat une seule fonction. Si vous prenez l'UNICEF, qui est une agence de l'ONU pour les enfants, il y a toute la question de l'enfance. L'UNRWA, c'est uniquement pour les Palestiniens, et tant qu'elle existe, c'est là le point focal. Tant qu'elle existe, ça veut dire qu'on attend d'appliquer le droit au retour. Donc, si l'UNRWA disparaît, ça veut dire qu'il n'y a plus d'attente d'application du droit au retour, donc la question du retour est réglée. Donc vous comprenez que la suppression de l'UNRWA est une demande stratégique israélienne. Je ne vais pas entrer dans les détails, je peux vous raconter dans les années 95, j'ai dirigé moi-même la négociation sur la question du retour des réfugiés palestiniens. Nous étions dans une session de négociation à Antalya, en Turquie. Les délégués canadiens et américains, propulsés par l'Israélien qui était mais qui n'est pas venu, sont venus me dire « Écoute, on a une très bonne idée pour vous. Vous êtes en train de vous préparer à avoir un État dans la négociation. L'UNRWA est un État dans l'État. Et il est temps que vous demandiez que toi, en tant que chef de la délégation palestinienne, tu demandes l'abolition de l'UNRWA. » Le piège était d'une grossièreté, comme vous imaginez. Mais c'était, fais attention, c'est désormais, c'est pas l'occupant, c'est pas Israël. Désormais, l'UNRWA est l'obstacle, et le mot était fantastique, et le mot était en anglais, à votre empowerment. Empowerment, ça veut dire votre mise en orbite de pouvoir. Vous n'êtes pas encore au pouvoir, mais vous vous mettre dans une orbite, et à un moment, vous allez arriver au pouvoir. Vous imaginez la réponse qu'il a eue, et ainsi de suite. Pour vous dire, ce qui s'est passé avec ces membres fonctionnaires de l'UNRWA qui auraient participé au crime du 7 octobre n'est pas une chose nouvelle. Tous les quelque temps, ils inventent une raison pour faire une demande que l'UNRWA disparaisse, parce que ce qui les obsède, c'est cette histoire du droit au retour, et cette histoire du droit au retour est l'histoire qui dit qu'ils sont nés de façon illégitime. C'est l'illégitimité de la naissance de l'État d'Israël. Ils le savent. Et c'est pour cela que ça soulève de telles passions. Donc la question de la culture n'a jamais été pour nous dissociable du combat politique. L'éducation n'a jamais été dissociable. Nous avons transporté dans l'exil tout cela. Et c'est cela qui a fait que nous n'avons pas disparu. Cette obsession de la connaissance a été une de nos principales défenses
pour continuer et porter, non seulement continuer à apprendre, non seulement continuer à faire de la culture, mais continuer à porter notre cause. C'est une cause que nous portons depuis un siècle. Nous sommes, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'il est de la 4e génération des expulsés. Moi, mon grand-père est né en 1860. Il a assisté en 1897, c'est l'année où Herzl était en train d'écrire son État des Juifs, aux premiers affrontements en Galilée entre des paysans palestiniens et des ouvriers des fermes Rothschild, et ainsi de suite. Mon père a été pourchassé. Bref, nous sommes là d'une génération à l'autre et dans une transmission. Et dans cette transmission, la culture est fondamentale. Nous l'avons toujours portée. Je voudrais ajouter une deuxième chose par rapport à la culture. Il y a un épisode en 1948, presque le lendemain de la proclamation de l'État d'Israël. Ben Gurion convoque 5 spécialistes. Il y a des archéologues, il y a des anthropologues, etc. Il leur dit, je vais fonder tout de suite un comité qui va s'appeler le comité des noms, N-O-M-S. N'oubliez pas qu'on avait dit à ce moment que nous n'avions aucun nom, on avait effacé nos noms. Et il leur dit, vous avez une mission extrêmement rapide, très urgente. Vous allez prendre la totalité des noms de ce pays. Des sentiers jusqu'aux ruisseaux, des fontaines jusqu'aux places publiques, tous les noms du pays. Et vous allez tous ces noms, vous allez les changer pour les remplacer par des noms à consonance hébraïque qui prouveraient que nous sommes là depuis la nuit des temps et que ces gens n'avaient pas le droit d'être là. Ce comité va travailler l'arrache-pied. Et il va faire le travail. Mais comme il y a des problèmes de budget, l'État d'Israël vient de naître, et que le temps est très court, leur est posé la question d'imprimer la première carte officielle d'Israël. Ils n'ont pas les moyens de relever, de refaire les relevés, et ainsi de suite. Et ce comité va prendre une carte militaire britannique extrêmement détaillée, sur laquelle il y a tous les noms palestiniens de cette terre. Et ils vont imprimer au-dessus des noms palestiniens, dans une autre couleur d'encre, les noms qu'ils viennent d'inventer. Et là, nous avons une carte physique qui dit la spoliation et le vol. La Palestine, beaucoup de gens se révoltent quand ils entendent cela. C'est une vulgaire histoire coloniale. Tout le reste de la littérature, c'est une vulgaire histoire coloniale. C'est un casse. Vous savez, comme lorsque vous faites le casse d'une banque, c'est le casse d'un pays entier, et dont on a changé les noms. Dans tout cela, nous sommes battus comme des malades, précisément, pour infirmer une formule très belle qui avait été trouvée par mon ami qui n'est plus là, qui était Ilan Halevi. Ilan avait inventé une histoire inspirée par les slogans de mai 68, et le slogan était « Sous Israël, la Palestine ». Nous sommes là. Donc, pour vous dire également qu'en 1948, sur le plan de la culture, nous ne vivons pas une occupation. C'est en 67 qu'il y a une occupation, dans les termes classiques des occupations. En 68, nous sommes soumis à une noyade, à une disparition. C'est un pays qui est noyé. Et ce qui est terrifiant à l'époque, c'est que nous qui avions été jetés à la mer, avons été accusés de vouloir jeter les Juifs à la mer. Alors que nous sortions de l'eau quand l'accusation est arrivée. Moi, mon père s'est échappé parce que des gens étaient venus l'abattre à Haïfa par un bateau. Ma sœur est partie par une embarcation. Ma mère et moi nous sommes partis dans un convoi britannique un mois avant qui a bousillé et jeté tous ces femmes et enfants à la frontière du Liban, à Nakoura, ainsi de suite. Donc la question de 48 est une question existentielle et les Israéliens savent, et d'ailleurs beaucoup d'historiens ont trouvé la formule un peu chrétienne, le péché originel d'Israël.
c'est un pays qui est né d'un crime commis à l'égard de notre peuple. Ça ne veut pas dire qu'il faut maintenant faire un crime en échange et les éliminer, pas du tout. Mais tant que ce nœud n'est pas abordé, et c'est un nœud identitaire, et la culture est fondamentale dans l'identité, tant que ce nœud n'est pas abordé, cette question restera noueuse. Et je sais ce qu'il en est, je sais la folie qu'il a eue pendant les 6 ans où j'ai négocié cette question du retour. Sur ce point, une dernière conversation pour vous dire un peu quels sont les enjeux. J'étais très ami avec un immense romancier qui s'appelait Émile Habibi. Et on se taquinait un peu, enfin je le chahutais, il me chahutait pour rire. Un jour, il était de passage à Paris, je l'avais interviewé pour la revue d'études palestiniennes. Et à un moment, nous étions à l'hôtel. Je lui dis, Émile, écoute, bon, ça suffit, toi, et c'est ce que tu me sors tout le temps. Vous, parce que Émile faisait partie des 152 000 qui n'étaient pas partis en 1948. Et c'était un grand responsable du Parti communiste palestinien. Et il me sortait des slogans. Je lui dis, bon, maintenant, ok, ça finit. Dis-moi quand même en 2 mots, arrête de me sortir des slogans. Qu'est-ce que vous avez sauvé en restant en Palestine? Et il m'a dit une leçon. Il m'a dit, nous avons sauvé la langue arabe. Notre langue devait disparaître. En 1908, à Tripoli, au nord du Liban, un cheikh palestinien, je crois qu'il s'appelait Tajil Farouqi, qui fait partie de la Nahda, ce qu'on appelle la grande période des réformes arabes au début du XXe siècle. Et 1908, Balfour n'est pas encore publié, dit le mouvement sioniste vise à nous rendre étrangers à notre terre et à notre langue. Je ne sais pas si Émile avait lu cette phrase du cheikh, qui est l'auteur d'ailleurs des paroles de l'hymne national palestinien. Mais 50 ans plus tard, Émile me dit, tu sais, on a sauvé la langue arabe. Et la première jonction qu'il y a eu entre nous dans les exils et nos frères, non pas de la Cisjordanie, parce qu'ils étaient, on pouvait les voir, on allait à Amman, on les voyait, ou de Gaza, on allait à Gaza, puisqu'on passait par l'Égypte. Mais nos frères qui étaient les enfants et les descendants des 152 000 qui étaient restés en 1948, parce qu'on n'avait pas eu le temps de les expulser, pas parce qu'on avait, par grande générosité d'âme, voulu les garder. Notre premier contact, ça a été avec un groupe qui s'est appelé les Poètes de la Résistance. Nous avions perdu la trace de 1948 à cette période, c'est juste après les années 67, avec nos frères qui étaient restés. Ils étaient noyés avec la terre. Ils étaient dans la noyade. Et le premier contact est revenu par la poésie. Mahmoud Darwish, Tawfiq Zayad, Samih Al-Qasim. C'est comme ça que s'est fait notre premier contact. Émile, bien sûr. Pour vous dire à quel point cette question de sauver la langue était le fait de sauver notre identité profonde, car nous sommes arabes. Nous sommes des Arabes de Palestine. Je veux ajouter une chose. C'est dans ce contexte que toutes les batailles qu'on a menées dans le cadre de l'UNESCO, je dis qu'on a menées parce que c'est toute ma délégation qui était dans cette bataille. L'UNESCO, des gens me disaient, même des Palestiniens, oui, bon, écoute, bon, c'est les sciences, la culture, bon, l'éducation, oui. Ça a été les batailles la plus politique qu'on ait menées. Je vais vous expliquer pourquoi. A été celle de l'inscription des sites palestiniens au patrimoine mondial de l'humanité. Bien sûr, il y a une symbolique. Ce peuple qui n'existe pas a des sites gigantesques, extraordinaires. Et il les inscrit au patrimoine mondial, et nous n'aurions pas pu les inscrire si je n'avais pas forcé la porte en disant je suis membre, parce que si vous n'êtes pas membre, à quel titre vous avez des candidatures. Nous avons inscrit à ce jour 4 sites. Bethléem, le Christ, la Nativité, Hébron, qui a été la bataille la plus dure, et les gens ne se rendent pas compte,
parce qu'à Hébron, nous avons inscrit les tombeaux d'Abraham, Isaac et Jacob comme patrimoine palestinien, universel et palestinien. Nous avons ensuite inscrit une petite localité qui s'appelle Batir. Elle n'est pas aussi importante que les deux autres, mais il fallait la sauver parce qu'elle était entourée de colonies. Et en l'inscrivant, ça a rendu très compliqué sa prise par les colonies. C'est sous Bethléem. Et la dernière a été l'inscription de Jéricho, le plus vieux site habité de la planète. Et nous sommes en train de préparer maintenant l'inscription d'un site à Gaza, qui est le site de Saint-Hilarion, qui est un des plus grands sites chrétiens de l'Antiquité. Donc, mais ça, c'est formidable. Ça montre la beauté du patrimoine palestinien, ça montre la culture, ça montre l'héritage. Mais il y a un point que personne n'est censé connaître, parce que c'est pas le problème pour les gens qui constatent qu'on a réussi à inscrire un site. Je reviens aux remarques extrêmement intéressantes faites ce matin sur la procédure. Pour pouvoir inscrire un site, vous devez être un État membre. Ça, nous étions parvenus à entrer. Mais vous devez en plus prouver que vous êtes souverain du site que vous inscrivez. Nous avons inscrit des sites occupés en tant que souverain du site. Je ne sais pas si vous réalisez ce que ça veut dire politiquement. Si nous n'avions pas la souveraineté sur ces lieux, et j'ai mon ami qui est là, qui a beaucoup participé à la campagne pour la bataille d'Hébron, nous n'aurions pas pu inscrire. Et Israël et les États-Unis se sont battus, mais de façon que vous ne pouvez pas imaginer. Pas pour nous dire que le Christ n'est pas une valeur universelle. Pas pour nous dire que la grande mosquée, le Haram Ibrahimi d'Hébron n'est pas une valeur universelle. Pas pour nous dire, mais vous n'êtes pas souverain. Et que disaient les Israéliens? Et ça en dit long sur la bataille. Les Israéliens nous disaient, écoute, nous n'avons pas fini de négocier, nous n'avons pas encore tracé les frontières, tu attends, quand on finira la négociation, si ça tombe chez toi, c'est toi qui l'inscris, si ça tombe chez moi, c'est moi qui l'inscris. Je lui ai dit, je me souviens très très bien, je lui ai dit, tu sais, il n'est pas question de faire confiance sur quoi que ce soit. Il m'a dit pourquoi. Il m'a dit, je lui ai dit, vous n'avez jamais rendu quelque chose que vous avez pris. Ne me dis pas si c'est pour toi, tu le garderas. Nous les avons inscrits. Et là, nous avons fait acte culturel, acte archéologique, acte architecture, tout ce que vous voulez. Nous avons fait acte souverain. Et pour faire acte souverain, vous devez être un État, porté par un peuple. Je vous donne cet exemple pour que vous voyez à quel point cette question du patrimoine mondial était politique, pas seulement culturelle, pas seulement historique, pas seulement architecturale. Et c'est très important que vous voyez ce point parce que nous avons pu constater, je le pensais avant, mais maintenant je peux le prouver, que la culture est un levier politique inouï. Infiniment plus que ce qu'on pourrait s'imaginer. C'est un levier politique. Et il faut toujours, dans les combats esthétiques, historiques, culturels, littéraires, garder en tête qu'il y a également une dimension politique fondamentale et qu'un peuple est reconnu en fonction précisément de la reconnaissance de son identité culturelle. Et ça, nous l'avons tout le temps porté, nous en avons toujours été très fiers, nous allons continuer à le faire. Une dernière chose aujourd'hui. Il faut être honnête, nous sommes dans un moment très difficile. D'ailleurs, je n'ai pas pu me retenir de pleurer ce matin. Nous sommes sur la brèche depuis 7 mois. Moi, j'ai sorti un texte, mais tout le monde pense que je commençais à me mouiller en commençant à écrire le texte. Ça faisait plusieurs mois que nous étions sur la brèche, depuis plusieurs mois dans les affrontements. Nous vivons cette histoire
comme une tentative de destruction du peuple de Palestine. C'est une guerre, c'est tout ce que vous voulez, c'est une tentative de destruction, c'est-à-dire d'annihilation. Après qu'on parle de génocide, d'apartheid, c'est très bien. Mais nous sommes au stade zéro de la destruction. Nous savons aujourd'hui que de cette guerre et du résultat de cette guerre dépendra la suite. Ce n'est pas une guerre comme les autres, ce n'est pas encore une guerre israélo-arabe. Ce qui se passe, c'est autre chose. Ça s'est joué une fois, en 1948, et nous avons disparu. Et je ne sais pas aujourd'hui, à l'issue de cette guerre, qui disparaîtra. Ça ne veut pas dire que je suis en train d'appeler à remettre, comme ils disent, tous les juifs à la mer, et ainsi de suite. Je n'aurais pas fait 10 ans de ma vie à des négociations si je pensais cela. Je suis, moi, personnellement, pour la réconciliation. Mais la réconciliation dans l'égalité. L'égalité, pas simplement le partage des frontières, pas simplement des cartes. L'égalité. Nous sommes inférieurs à aucun peuple et supérieurs à aucun peuple, mais inférieurs à personne. Et nous nous battons sur ce principe de l'égalité parce que c'est vraiment, dans la trilogie républicaine de ce pays, c'est l'égalité le mot-clé. C'est l'égalité. C'est elle qui garantit les deux autres. Donc nous nous battons pour cela. Je ne sais pas si les Israéliens, c'est pour ça que je dis que c'est une période inquiétante, supporteront cette idée de l'égalité. Je ne veux pas faire de pronostic, je ne sais pas sur quoi débouchera cette guerre, mais j'ai bien peur que les Israéliens, ce n'est pas ce que je souhaite, mais j'ai très peur que les Israéliens soient partis comme un seul homme, tête foncée, dans une entreprise suicide. Il y a quelque chose de suicidaire aujourd'hui en cours. C'est pour vous dire que les résultats vont être très lourds pour nous. Et si nous ne disparaissons pas, et nous ne disparaîtrons pas, on va nous le faire payer très cher. Et toute reprise, je suis en train de vous expliquer une chose, pas de vous dire mon sentiment ou mon désir ou mon envie. En 1982, quand a eu le siège de Beyrouth, qui s'est conclu par un massacre dans les camps de Sabra et Shatila, et la résistance est partie par la mer, en laissant derrière elle 5000 cadavres civils dans les camps. Pendant le siège à Beyrouth, deux Israéliens formidables, qui hélas ne sont plus de ce monde, un homme qui s'appelait Uri Avneri, et un autre qui était le général Peled, ont franchi les lignes israéliennes et ont décidé d'aller voir Arafat assiégé. Ce qui était un début de reconnaissance de quelque chose. Peled était quand même une des grandes figures de la victoire de 67, de l'armée israélienne. Nous partons. Commence à ce moment un travail, à savoir, il y a un camp de la paix israélien, nous avions déjà des contacts. Ils sont aujourd'hui, s'ils nous parlent, accusés d'intelligence avec l'ennemi, c'est-à-dire d'espionnage. Donc les contacts étaient très compliqués. Mais il va falloir qu'on commence maintenant à leur parler à eux. De 82 à 88 ont lieu en Europe, je peux vous donner mes témoignages, mais je n'étais pas seul, nous étions des dizaines, de rencontres, pas secrètes, mais quand même très confidentielles, qui vont se tenir fondamentalement en Hollande et en Espagne. On n'a jamais fait de rencontre de ce type en France. Sauf une au Sénat, ici, dans cette salle d'ailleurs, où la déléguée israélienne, qui était une formidable... Shulamit Alon, s'est fait insulter par les Israéliens parce qu'il avait dit « nous allons nous voir », et il y avait des Israéliens. Bref, au bout de ces 6 ans de contact, nous avons tenu la réunion de notre Parlement à Madrid, à Alger, et le résultat du vote à la majorité, ce n'était pas un vote à l'unanimité ni par consensus, à la majorité, très dur, qui a été gagné au bout d'une bataille politique, mais formidable, qui était, nous proclamons l'État de Palestine,
la proclamation d'indépendance, et nous allons résoudre ce conflit par voie négociée. C'est à partir de cela que François Mitterrand invite Yasser Arafat. C'est comme ça qu'a commencé la visite d'Arafat en France. On a commencé, j'y étais, on l'a accompagné à Genève. Après Genève, il a été invité à l'Union européenne, à Strasbourg, en disant c'est pas la France, c'est un territoire européen, puisque c'est juste le Parlement européen, où il a lancé son fameux Shana Tova, c'était le nouvel an juif. Et tout le monde a été bouleversé qu'il l'ait dit en hébreu, Shana Tova, bonne année. Et c'est comme ça qu'a commencé à se préparer la visite historique en France. Ce que je voudrais vous dire, et c'est pour ça mon inquiétude aujourd'hui, de 82 à 88, dans un mouvement de lutte armée, et qui était en phase ascendante, qui n'était pas dans la défaite, il était très très compliqué d'expliquer à notre peuple que désormais nous allions parler avec les Israéliens. Ça n'était pas, les gens, je pense que juste normalement, on a débarqué, on a dit bon voilà, on va négocier, ah bravo, non, ça ne s'est pas passé comme ça. Ça a été très difficile. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est qu'après les milliers d'enfants morts, j'ai bien peur que nous n'arrivions plus à convaincre dans notre peuple quelqu'un de l'idée de reprendre la parole. Cette guerre, ce massacre, cette barbarie, il n'y a pas d'autre terme, a creusé un fossé que vous n'imaginez pas. Et il commence à y avoir au sein du peuple de Palestine un sentiment terrible et justifié et fondé, qui est, je vais vous le dire, moi, ce que je pense, je le sens quand je parle avec mes frères à moi, et qui n'est pas une expression d'un concept politique. Les Palestiniens pensent aujourd'hui que tous les Israéliens sont des gens sans cœur et sans pitié. Les cadavres d'enfants, ça ne passe pas comme cela. Et comme l'armée israélienne ne résout ses incapacités militaires qu'en se vengeant de jour en jour sur davantage de civils, ça va être, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne suis pas en train du tout de faire des pronostics. Ça va être très 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 difficile de reprendre parole. Et c'est pour ça que je pense qu'Israël, en allant à chaque fois dans cette folie, d'une folie, est en train elle-même d'aller vers son propre suicide. Je ne sais pas si c'est ce qui... en tout cas, encore une fois, ce n'est pas des pronostics. Je vous fais part seulement de ma immense inquiétude. Je ne sais pas ce qui va se passer. Voilà. Merci. J'ai fini. Merci beaucoup à Elias Sambard pour cette intervention aussi profonde qu'émouvante. La parole est à Sylvain Sipel. Enfin, je voulais dire qu'il y a à peu près 3 mois, le directeur de la rédaction du journal israélien Haaretz a publié dans Foreign Affairs. Foreign Affairs, c'est le plus grand journal diplomatique du monde, la plus grande revue diplomatique du monde. Et le titre de son papier, de son article, c'était « Un suicide volontaire ». C'était pour rebondir sur le... Alors, je voudrais vous dire autre chose. Il m'a été demandé de parler des Juifs américains et de ce qui se passe dans les campus, etc. Bon, d'abord, j'ai pas forcément vu complètement le rapport avec la culture, mais bon, c'est le milieu intellectuel, alors on peut considérer que ça a un rapport avec le sujet de la culture. Le problème, il est que... Moi, je connais Elias depuis 40 ans. Le problème, c'est que après son exposé, franchement, c'est pas la meilleure conclusion de cette journée qu'on puisse avoir. C'est-à-dire, il y aura d'autres occasions pour parler des Juifs américains et de ce qu'ils font. C'est très bien, hein, c'est très intéressant. Je connais plein de choses, j'en connais beaucoup. Mais franchement, vous croyez pas que le mieux, c'est de se quitter sur ce que vient de dire Elias, dont je pense que c'est à la fois, d'une certaine manière, bien vu, c'est-à-dire que c'est réfléchi,
et plus encore, moi je ne vais pas pleurer maintenant, mais que c'est émouvant. Que c'est émouvant. Ce qui est normal. Mais voilà. Donc si ça vous convient, je suis disposé à vous dispenser de mon exposé. C'est comme vous voulez, mais... Tu te débrouilles pour ne pas parler. Non, mais c'est comme vous voulez. Si vous voulez, je le fais, mais... Vraiment ? Oui. Allez. Alors du coup, brièvement, parce qu'on est en retard sur la salle. Ah oui, mais alors là, faut aller pas me dire. Mais je sais pas. Un quart d'heure ? Vous n'avez pas un quart d'heure ? Ah bah alors si, mais bon, allez. Un quart d'heure, 10 minutes donc plutôt, parce que là on est... Bon, ben vous me direz d'arrêter, j'arrêterai. Non, bon, vas-y. Allez, ce qui advient sur les campus américains est-il un phénomène irréversible ? La suite des événements le dira, mais il est certain que cette mobilisation estudiantine est inédite sur l'enjeu israélo-palestinien aux États-Unis. Ce que demandent les étudiants n'est pas seulement la fin de la guerre. Dans leur immense majorité, ils demandent aussi un changement de politique de la part de Washington, la fin du soutien inconditionnel à Israël, la fin des livraisons d'armement à l'État juif et enfin, implicitement, à minima, la fin de l'occupation et de la colonisation des territoires palestiniens occupés depuis 1967. Ce mouvement se définit clairement comme anticolonial. En d'autres termes, il perçoit l'État d'Israël comme un des derniers États coloniaux de la planète et peut-être comme le dernier tout court. Dans sa grande majorité, il perçoit aussi Israël comme un État d'apartheid. Ce mouvement visant Israël au nom de l'anticolonialisme a pris son envol aux États-Unis il y a un peu plus d'une quinzaine d'années. Son organisation la plus emblématique était alors BDS, Boycott des investissements sanctions, fondée en 2005. Ses membres étaient très peu nombreux et ses succès encore moins. Hormis un petit nombre de campus universitaires, mais dont quelques-uns des plus célèbres, comme Harvard ou Berkeley, la défense de la cause palestinienne restait très peu présente aux États-Unis. L'opinion publique était peu intéressée par le conflit israélo-palestinien. La connaissance du sujet se résumait à quelques clichés. La démocratie d'un côté, israélienne d'un côté, contre le terrorisme. Enfin, les autorités, qu'elles soient démocrates ou républicaines, étaient très favorables à Israël. Mais BDS disposait de deux avantages notoires. Un, elle regroupait à la fois des Palestiniens d'origine, des musulmans non palestiniens et aussi des Juifs américains en nombre important. Deux, elle proposait une alternative à l'impasse politique. Elle parvenait à réunir des gens divergents sur des options futures pour solutionner le conflit, ou même sur les modalités d'application d'un boycott d'Israël, mais qui se retrouvaient tous sur un point stratégique. La fin de l'occupation et de la colonisation et un avenir de parité de droit entre juifs israéliens et palestiniens, en laissant ces modalités ouvertes. Et cette organisation était la seule à faire ça. Le succès de BDS a été à la fois extrêmement limité, mais il a aussi été très impactant politiquement aux États-Unis et seulement aux États-Unis. Dans sa foulée, diverses associations juives se sont organisées pour dénoncer le traitement par Israël des Palestiniens, qui incluait même des mouvances qui se déclaraient sionistes de gauche. Jusque-là, il n'existait aux États-Unis qu'une seule organisation ouvertement antisioniste, Jewish Voice for Peace, dont la figure de proue a longtemps été le linguiste Noam Chomsky. En l'espace d'une décennie, on a vu fleurir de nombreuses organisations juives antisionistes, asionistes, post-sionistes et parfois même toujours sionistes, mais très marginales, dont le ciment principal était la reconnaissance politique d'une domination coloniale israélienne et l'exigence qu'il y soit mis fin. Ces organisations, dont les plus connues se nomment If Not Now ou l'American Council for Judaism, mais aussi TROA, les rabbins pour les droits de l'homme, très actifs dans la défense des musulmans aux États-Unis, et beaucoup d'autres encore, ont peu à peu vu le nombre de leurs adhérents et le champ de leurs activités gonfler. Toutes à des degrés divers, certaines en rupture avec les institutions juives officielles, mais d'autres, en restant en leur sein même, affichaient une critique du caractère colonial de l'État d'Israël. Dans la deuxième moitié des années 2010, ces divers gouvernements Netanyahou ont mobilisé leurs alliés aux États-Unis
juifs et non-juifs, situés tous sans exception à droite et surtout à l'extrême droite de l'échiquier, dans le but de décrédibiliser BDS et ses semblables. En 2018, Israël mobilisa 100 millions de dollars dans cet objectif. Il finança des organisations comme l'AIPAC, le lobby pro-israélien au Congrès américain, encore Israel on Campus Coalition, Canary Mission, Amcha Initiative, The David Project, etc., etc., etc. Non seulement pour dénigrer les défenseurs des droits des Palestiniens, mais surtout pour faire pression sur les structures des universités par des biais financiers, en menaçant les professeurs et les étudiants hostiles à la politique israélienne et en les discréditant comme antisémites. Les résultats furent politiquement calamiteux. Certes, ici ou là, Israël parvint à ses fins. Mais dans l'ensemble, les conséquences de cette politique furent un accroissement massif des soutiens à la mouvance pro-palestinienne sur les campus. D'une douzaine de campus où BDS était présent initialement, de manière importante, le nombre des universités ou des associations anticolonialistes visant Israël passa à des centaines d'universités. Et les étudiants juifs y ont tenu un rôle de premier plan. Ce phénomène, qui n'a jusqu'ici fleuri qu'aux États-Unis, a tenu à deux motifs. Le premier est intrinsèque à la nature de la communauté juive américaine. De toutes les communautés juives dans le monde, elle est la seule à s'être développée de manière intrinsèque, indépendamment d'Israël, bien que soutenant cet État. Le nombre des juifs américains est identique à celui des juifs israéliens, 6,5 millions à peu près. Il y a beaucoup plus de départements d'études juives dans les universités américaines qu'en Israël. Le judaïsme américain est très organisé et ses membres n'ont pas besoin d'Israël pour se sentir en sécurité. Surtout, l'adhésion au judaïsme est différente. À la fin du XIXe siècle, s'est formé aux États-Unis un judaïsme réformé qui est quasiment unique en son genre. Pour résumer, aujourd'hui, il accepte les prières en anglais et les femmes rabbins. Et surtout, il est centré sur ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam, c'est-à-dire la réparation du monde, qui enjoint pour mission aux Juifs de se projeter dans l'amélioration du bien de l'humanité et pas des seuls Juifs. C'est pourquoi, dans les années 1930 et 1960, on a retrouvé tant de Juifs parmi les Blancs qui soutenaient l'émancipation des Noirs américains, au point de s'est formé à l'époque une alliance noir-juif. Sur le plan religieux et culturel, le judaïsme réformé est très opposé au judaïsme officiel régnant en Israël et en France. Et ces derniers le lui rendent bien. Ce fonds culturel joue un rôle primordial dans la nouvelle alliance qui voit les jeunes juifs américains soutenir les revendications des Noirs et des immigrés et conséquemment aussi la cause palestinienne. Le second motif est évidemment l'évolution d'Israël. Ce n'est pas uniquement parmi les Juifs américains que la critique d'Israël enfle aux États-Unis, c'est dans toute la société. Un récent sondage montrait que 89% des Américains aujourd'hui sont favorables à un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Au début, le lendemain du 7 octobre, vous aviez 65% favorables à la réponse israélienne. Et tous les sondages montrent que l'assimilation de la politique israélienne envers les Palestiniens à un apartheid ne cesse de croître dans l'électorat démocrate, en particulier parmi les moins de 35 ans, où cette opinion devient massive. Sans aucun doute, l'adoption par Israël en 2018 de la loi sur l'État-nation du peuple juif, qui a officialisé dans le corpus des lois fondamentales israéliennes, assimilables à des lois constitutionnelles, l'existence de lois octroyant aux juifs des droits dont les non-juifs ne peuvent bénéficier, et les non-juifs, on le sait, ce sont les Palestiniens, a joué un rôle déterminant. D'État se présentant comme la seule démocratie au Moyen-Orient, Israël est formellement passé avec cette loi à un État octroyant à ses citoyens des droits inégaux. Aux yeux de nombreux juifs américains, avec cette loi, Israël a scellé son sort de dernier État colonial de la planète. Des gens, y compris moi j'ai suivi l'affaire, y compris des conservateurs ont écrit dans la presse américaine qu'il faut que cette loi soit retirée. C'est une loi antidémocratique, c'est une loi d'apartheid. Il y a eu un troisième motif qui est important et qu'il faut comprendre. En France, on a le CRIF. Le CRIF est à la fois un lobby de l'État d'Israël et le représentant de la communauté juive. Aux États-Unis, c'est complètement différent. Aux États-Unis, vous avez l'AIPAC, il s'appelle lui-même le lobby pro-israélien.
Et puis vous avez the Conference of Presidents, la conférence des présidents, qui regroupe toutes les grandes associations juives. Mais c'est fondamental. C'est-à-dire qu'en France, le CRIF, c'est le Parti communiste à l'époque du Comintern. C'est-à-dire qu'on va prendre les ordres à l'ambassade. C'est tout à fait simple. Et donc, la communauté juive française est complètement liée, pieds et poings liés. Parce que le point de vue exprimé par le représentant de la communauté française est le point de vue des Israéliens. Alors que le fait qu'il y ait deux... Alors, il y a des passerelles aux États-Unis entre les deux grands organismes, mais fondamentalement, ils sont séparés. Ce qui fait que dans l'organisme qui représente les Juifs américains, il y a aussi des organisations qui sont hostiles à la politique israélienne, qui le disent et qui l'expliquent et qui ne se font pas exclure pour autant. Ça change beaucoup les choses. La guerre menée à Gaza a plongé les Juifs américains dans le désarroi, comme énormément de Juifs de par le monde. Dans un premier temps, l'attaque du Hamas le 7 octobre a profondément bouleversé le judaïsme américain, sa gauche critique d'Israël incluse. Beaucoup parmi elles ont spontanément rejoint le bercail. Mais la guerre menée ensuite par Israël, la massivité du nombre des victimes, l'évacuation des populations civiles de leurs lieux d'habitation, ensuite détruits, la politique délibérée d'affamement de ces populations, enfin tout ce dont on a parlé aujourd'hui, a rapidement modifié la donne. Ce qui advient sur les campus américains n'est que l'aboutissement d'un processus entamé il y a deux décennies. La délégitimation progressive de la politique israélienne. D'abord aux yeux des jeunes démocrates, mais aussi désormais de plus en plus aux yeux d'un nombre croissant de simples Américains. On sait comment Netanyahou a réagi. Comme dans les années 2015-2019, il vient là maintenant, très récemment, de nouveau à mobiliser des fonds volumineux pour mener une campagne de pression massive sur les universités américaines afin d'en expulser les enseignants et les étudiants antisémites, comme il dit, autrement dit, simplement favorables à la fin de la tragédie humanitaire à Gaza. Et si affinité, favorable à l'arrêt immédiat du soutien américain unilatéral à la guerre menée par Israël. Le journal en ligne israélien Ynet News, qui est le site internet du principal quotidien du pays, Yediot Ahronot, a très récemment, la semaine dernière, rapporté que le gouvernement a mis en place une task force disposant de moyens volumineux sous la houlette du ministre des Affaires étrangères Eli Cohen, incluant, je cite, des opérations politiques et psychologiques afin d'infliger des conséquences économiques et professionnelles aux étudiants antisémites et obliger les universités à les éloigner de leur campus. Par étudiant antisémite, il faut entendre étudiant critique d'Israël, puisque toute critique d'Israël est désormais qualifiée d'antisémite. Le plan du gouvernement israélien précise que les actions entreprises, je cite à nouveau, ne doivent pas porter la signature de l'État d'Israël. Bref, il s'agit d'une opération cachée sur le sol américain, visant à influer, sans l'admettre, sur la politique des États-Unis. Il faut dire d'abord que cette politique risque d'échouer plus vite encore que la précédente, tant Israël apparaît désormais au lieu d'un nombre croissant d'Américains et aussi, mais dans une moindre mesure d'Européens, comme une sorte d'État sans foi ni loi, à ranger dans la même catégorie qui comporte déjà des États comme la Russie de Poutine ou la Syrie d'Assad. Tant aussi, l'accusation d'antisémitisme brandie à tout bout de champ apparaît désormais de plus en plus comme une accusation dérisoire et méprisable, destinée au seul but de légitimer les crimes d'Israël et d'interdire tout débat. Il faut dire ensuite que la manière dont le gouvernement français a cru bon de traiter les étudiants français émule des méthodes de mobilisation américaines, lui aussi est méprisable. Mais ça ne changera pas le sens de l'évolution des choses. L'image internationale de l'État d'Israël se dégrade depuis des années et cette dégradation, avec la guerre à Gaza, s'accélère rapidement. Je crains que Netanyahou et les siens soient incapables de l'enrayer et d'enrayer l'image de dernier État colonial du monde qui s'impose de plus en plus.
Où était la culture? Je ne sais pas trop, mais bon. Merci beaucoup Sylvain Sipel pour cette présentation extrêmement précise et qui nous permet effectivement d'entrer dans une forme d'approche comparative des espaces et des résistances politiques au colonialisme. Il me semble que l'heure est à la conclusion. Oui, mais vous avez bien fait de maintenir votre intervention. On l'aurait aimé dans l'autre sens peut-être, mais voilà. Non, mais d'abord, voilà. Mais je vais rétablir cela. À la fin de son dernier livre, titré sous forme interrogative, nous en avons parlé tout à l'heure, je vous l'ai montré, La dernière guerre, Palestine, 7 octobre 2023, 2 avril 2024, Elias Sambar écrit « Sans mots, je me tiens devant la conclusion impossible de ce texte. La guerre continue. Et l'on peut deviner à quoi ressemblera le paysage après la bataille si rien n'est entrepris pour arrêter la course à l'abîme. Impuissant, je rejoins comme toujours les territoires du poème et de citer l'épilogue d'une pièce de Mahmoud Darwish, Le dernier discours de l'homme rouge, un choix tout sauf anodin, vous le verrez en le lisant. Chers amis, à mon tour de me tenir devant la conclusion impossible de ce colloque. La guerre continue. À mon tour d'en appeler aux poètes, car, comme l'avait justement souligné Mahmoud Darwish dans la poésie en des temps de sauvagerie, sans doute avons-nous besoin aujourd'hui de la poésie plus que jamais, afin de recouvrer notre sensibilité et notre conscience de notre humanité menacée et de notre capacité à poursuivre l'un des plus beaux rêves de l'humanité, celui de la liberté et de l'ouverture au monde partagé. La poésie est-elle capable aujourd'hui de se retrouver elle-même tant la clarté de son contraire que nous avons vu aujourd'hui est excessive? Peut-être, car la poésie, ce moyen particulier de supporter la vie et de se la concilier, est aussi une méthode qui nous permet de résister à une réalité inhumaine écrasant l'évidence de la vie. Dans le dictionnaire amoureux de la Palestine, Elias Sambar toujours, relate le souvenir d'une conversation avec Mahmoud Darwish. C'est la conversation entre deux poètes, un dialogue. Elias Sambar demande à Mahmoud Darwish « Que ferons-nous, toi et moi, lorsque nous serons vieux ?» Mahmoud Darwish répond « Nous serons assis sous un figuier, sur le parvis d'une maison en Palestine. » Elias Sambar lui répond « Mais à cette question, les gens répondent habituellement par une activité, une occupation. Toi, tu désignes un lieu. Je te dis, que ferons-nous? Tu entends, où serons-nous ?» Mahmoud Darwish, c'est vrai. Mais je peux te dire que nous nous fixerons pour règle de n'échanger que des banalités. Nous parlerons du temps qu'il fait et des nuages qui passent. Être des humains comme les autres et se dégager de cet interminable conflit, captif d'une question qui aura occupé l'essentiel de votre vie après celle de vos parents, de vos grands-parents. Une question qui devra enfin trouver une réponse politique et non être de nouveau oubliée, silenciée, comme depuis trop de décennies. À chaque fois que vous achevez un livre, cher Elias Sambar, vous vous demandez si ce sera le dernier sur la Palestine. Vous vous posiez déjà la question en achevant le dictionnaire amoureux de la Palestine. Et pourtant, vous venez de publier, sous cette forme de question, ce livre, La dernière guerre, qui se termine par cette phrase terrible « Au 152e jour, la guerre n'est pas finie ». Aujourd'hui, après 7 mois, la guerre n'est toujours pas finie. Nous souhaitons donc, à l'issue de ce colloque, que les poètes palestiniens parleront dans l'avenir, où qu'ils soient, y compris sur le parvis d'une maison en Palestine, du temps qu'il fait et des nuages qui passent. Merci à toutes les personnes qui se sont déplacées aujourd'hui pour assister à ce colloque.
aux intervenantes et intervenants pour leurs interventions d'une grande qualité, à mon équipe qui l'a organisée. Je vous souhaite un bon retour.